Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit faite. On dirait que Lucky en fait partie, je suppose. Il a pris ce virage, ouais, il l'a un peu poursuivi. Boum, boum, boum. Monsieur Davis, vous avez le droit de faire fixer votre peine par le jury s'il rend un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré. Et vous avez décidé de renoncer à ce droit. Est-ce exact? Oui, d'accord. Après tout ce temps, quel cas va-t-il enfin être traduit en justice pour le meurtre de l'icône de la musique, Tupac Shakur? En ce moment, les avocats se préparent à s'affronter dans une salle d'audience de Las Vegas, où un ancien membre présumé de gang va bientôt être jugé pour avoir prétendument orchestré ce crime tristement célèbre. Nous examinons tout ce que vous devez savoir sur Tupac, sa mort choquante, et l'homme qui pourrait être au centre de tout cela, Duane Keffe D. Davis. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous suivons cette affaire depuis un certain temps maintenant. Duane Keffe D. Davis, l'ancien chef de gang présumé accusé d'avoir orchestré le meurtre de Tupac Shakur. Près de 30 ans. 30 ans après que la légende du hip-hop ait été abattue à Las Vegas, sur le strip de Las Vegas, la sélection du jury touche à sa fin. C'est incroyable de pouvoir dire cela. Et juste au moment où vous pensiez que cette affaire ne pouvait pas devenir plus étrange, eh bien si. Le procès est enfin là. Mais avant même d'entrer dans la salle d'audience, nous devons comprendre qui est Keffe D. et comment ses propres paroles pourraient finir par sceller son destin. Alors je veux revenir en 2023, lorsque la plus grande avancée dans cette affaire a été annoncée. Bonjour, je m'appelle Kevin McMail. Je suis le shérif du département de police métropolitaine de Las Vegas. Merci de nous rejoindre cet après-midi. 27 ans. 27 ans. Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit rendue. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'arrestation de Duane Keffe Davis, alias Keffe D, âgé de 60 ans, pour le meurtre de Tupac Shakur. Davis a été arrêté ce matin par mon équipe d'interpellation criminelle de la police de Las Vegas. Et cette enquête a commencé dans la nuit du 7 septembre 1996. Elle est loin d'être terminée. Elle a nécessité d'innombrables heures, vraiment des décennies de travail par les hommes et les femmes de notre section des homicides pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'était choquant. En tant que personne qui se souvient quand Tupac a été abattu, oui, j'étais petit, mais je m'en souviens. C'était un grand événement. Toutes ces années plus tard, une annonce que le monde attendait. 3 décennies de préparation. Un bouleversement qui a frappé le monde du hip-hop le 7 septembre 1996. Et l'homme qui serait derrière le meurtre de Tupac Shakur. Eh bien, je vais vous dire une chose, vous allez le rencontrer. Tu as une oreille médicale? Une minute. Bonjour. Ouais, ils t'ont eu. Alors pourquoi ils t'ont arrêté, mec? Ouais. La plus grosse affaire de l'histoire de Las Vegas. Ah ouais? Ouais. Genre récemment? Bonjour. Oh. Le 7 septembre 1996. Non. Wow. Ça date, hein? C'est vraiment loin. Toi? Quand même. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Pas encore détective, mais ouais. Donc ça date, Nick. C'était combien? 20 ans? Non, plus que ça. Ouais. Ça aurait dû prendre un certain temps? Je m'en fais pas, non, je m'en fais pas. Hey Kiss, police métropolitaine, viens ici. Hey police métropolitaine, viens mec, qu'est-ce qui se passe? Merci mon pote. Par ici. Nous apprécions votre coopération, d'accord? Tu vas rester juste ici devant la voiture. Non, on va le poser. Je sais, attends. Pose ça une seconde. Fais rien sur toi. N'est-ce pas? Vous avez quelque chose sur vous, monsieur? Putain de rôti. D'accord, oui. On va vous trouver à boire. Attendez un instant, d'accord? Je veux juste m'assurer que vous n'avez pas d'armes ou quoi que ce soit sur vous, d'accord? C'est pas possible. Merci. Vous avez quelque chose? Monsieur? Non, je pensais que tout allait bien. Phone and water. Je vais vous mettre dans la voiture. J'ai besoin de boire un peu d'eau, mec. J'ai soif. Qu'est-ce que t'as frappé? Tu l'as eu? Tu fais juste beaucoup de promenades ou quoi? Tu fais une promenade matinale tous les jours ou quoi? C'est un peu de la merde. On va te chercher de l'eau, mon gars. Est-ce que le gars peut l'avoir?
Maintenant, le grand groupe est... On va t'installer, ouais. On va te mettre dans la voiture, d'accord. Je vous remercie, monsieur. D'accord, venez par ici, monsieur. Très bien. Vous savez où ira votre bouteille d'eau. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Oui, c'est lui. Vous allez beaucoup voir ce type pendant les prochaines semaines de ce procès. C'est Kefi D, à l'arrière d'une voiture de police, quelques minutes après son arrestation. Calme. Apparemment pas inquiet. Apparemment confiant. Il a dit à l'officier qu'il ne s'inquiétait de rien. Mais qui est vraiment Kefi D? Pour comprendre l'affaire, il faut comprendre l'homme. Et oui, pour être clair, au fur et à mesure que nous avançons dans cette affaire, que nous examinons les allégations et les preuves, comme nous le faisons chaque jour de ce procès, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte ici. Et je dis cela parce que cela fait des années qu'il nous dit qui il est. C'est juste notre quartier, je veux dire, tu sais, c'est juste une histoire de famille, j'ai grandi, et c'est juste notre culture, d'accord. En grandissant, ouais, ils ont de grands frères et tout ça. Non, pas d'initiation, elle était juste un peu ennuyeuse. À fond dedans. Ouais, exactement. D'accord. J'étais là quand ça s'est formé, le jour où ça a commencé, donc je n'avais pas à faire ça, d'accord, ouais. Nous avions peut-être environ 10 ans, 10, 11 ans. J'ai joué au football américain à Greater Compton. Et son père, ses oncles étaient nos entraîneurs. Il était en surpoids, donc il devait jouer avec nous. Tu sais, parce que j'ai 1 ou 2 ans de plus que lui, donc il devait jouer avec des gars un peu plus âgés que lui. Ouais, donc Kefi D, Suge Knight, ils se connaissent depuis longtemps. Apparemment, ils étaient coéquipiers de football américain quand ils étaient enfants. Mais en 1996... cette relation allait connaître son plus grand bouleversement jusqu'à présent. Dans la nuit du 7 septembre 1996, Tupac Shakur, accompagné de Suge Knight et de membres de leur entourage, dont des membres de Mob Piru, sont venus à Las Vegas pour assister au combat de Mike Tyson à la MGM Grand Garden Arena. Des membres des Southside Compton Crips, parmi lesquels Dwayne Davis et son neveu Orlando Anderson, étaient également présents au même événement. Alors que les deux quittaient le combat, des membres de Death Row Records ont aperçu Orlando Anderson près d'un groupe d'ascenseurs à l'intérieur du MGM. À ce moment-là, ils ont commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied près de ces ascenseurs. Je vais maintenant vous montrer les images de vidéosurveillance de l'hôtel que beaucoup d'entre vous ont déjà vues en lien avec cet incident. Et sur ces images, vous verrez Tupac Shakur, qui porte une chemise brillante en satin, ainsi que Marion Suge Knight, qui est un homme imposant en costume marron, en train de frapper et de donner des coups de pied à Orlando Anderson. Après cet incident, vous verrez la sécurité de l'hôtel intervenir. Et ensuite, ils quitteront la zone de la bagarre. Personne ne savait que c'est précisément cet incident qui allait finalement mener à la fusillade de représailles et à la mort de Tupac Shakur. Et c'est alors que... Dwayne Davis a commencé à élaborer un plan. Pour se procurer une arme à feu et se venger de Suge Knight et de Monsieur Shakur pour ce qui s'était passé à l'intérieur de l'hôtel contre Monsieur Anderson.
Après que Davis se soit procuré une arme à feu, il est monté dans une Cadillac blanche avec Terrence Brown, DeAndre Smith et Orlando Anderson. D'après notre enquête, c'est là que, vous savez, ils étaient assis. À un moment donné. Alors qu'ils étaient dans la Cadillac blanche, Monsieur Davis a pris l'arme qu'il avait obtenue et l'a donnée aux passagers assis à l'arrière du véhicule. Alors qu'ils roulaient vers l'ouest sur Flamingo Road près de Koval, ils ont repéré la BMW noire qui était conduite par Suge Knight. Et sur le siège passager se trouvait Tupac Shakur. Et lorsqu'ils ont fait demi-tour, ils se sont approchés du côté passager de ce véhicule et ont immédiatement commencé à tirer. Dwayne Davis était le donneur d'ordre de ce groupe d'individus qui ont commis ce crime, et c'est lui qui a orchestré le plan qui a été exécuté. Donc la police avait peut-être une théorie ici, mais c'est Kefide lui-même qui aurait fourni les preuves dont ils avaient besoin. Des interviews, son propre livre, ses propres mots. Je suis monté dans la voiture avec les potes, ouais. Et on est tombé sur eux. On est arrivé au feu sur Sunset et Flamingo. Le gars faisait comme s'il était dans une parade ou un truc du genre. Et cette BMW, avec quelqu'un qui sortait par la fenêtre, ouais, c'était Tupac. Tupac. Et puis il criait pour l'appeler. On est arrivé sur le côté de... C'était genre... Tupac! C'est Tupac! Hé! Hey! On l'a eu. Qui est le premier? Ouais. Je suppose que Lucky est le premier. Prends ce virage. Ouais, une petite poursuite. Boum, boum, boum. On a eu le bus et on a riposté. J'ai sauté de ce truc, j'ai genre posé le flingue sur le pneu. Laisse-moi expliquer un peu, d'accord? Dans cette interview avec Urban City, il semble admettre qu'il était là. Mais voici ce que la défense devrait avancer. Que dans ses mémoires de 2019, Compton Street Legend, sur lesquels les procureurs devraient fonder une grande partie de leur dossier, ou une partie de leur dossier, Kefide aurait apparemment écrit qu'il était dans la voiture, qu'il avait fourni l'arme. Mais ses avocats ont soutenu que ce livre était romancé, qu'il était exagéré, tout cela dans le but de gagner de l'argent, et qu'il n'est pas clair quelle partie Davis a réellement écrite. Maintenant, Davis lui-même a récemment déclaré à une chaîne de Las Vegas qu'un nègre littéraire avait écrit le livre, qui ne l'avait jamais lu, mais les juges ont statué qu'il avait adopté ses déclarations comme les siennes, peu importe qui avait écrit chaque partie. Davis aurait également déclaré qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette. En fait, il a accusé son propre neveu, Orlando Anderson. Vous vous souvenez de ce nom? Il va revenir souvent pendant ce procès. Orlando Anderson est mort en 1998. Maintenant, est-ce que ça a de l'importance? Voici ce que dit la police. Eh bien, selon la loi du Nevada, et c'est la loi dans la plupart des États de ce pays, vous pouvez être inculpé d'un crime que vous soyez directement impliqué ou que vous soyez un complice. Si vous aidez quelqu'un à commettre un crime, vous pouvez être tout aussi coupable. C'est également l'une des théories dans cette affaire. Alors que s'est-il passé après la fusillade? Kefide l'a apparemment expliqué de cette façon. Il a dit ouais. Il leur a dit quoi? Non, il a dit à ces gens il a dit à la police que Kevin, le neveu de Kefide... D'accord, parce que je pensais qu'il n'avait pas dit par qui c'était. Ouais, bah, depuis le premier jour, ce type a dit que c'était le neveu de Kefide. Il a envoyé la police contre nous dès le premier jour. Suge Knight, apparemment le seul autre témoin encore en vie de cette fusillade, aurait donné le nom de Kefide à la police cette même nuit. Mais Knight a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas témoigner. Il aurait apparemment déclaré à ABC News la semaine dernière que monter à la barre des témoins est, je cite, « pire que de prendre une arme et de lui tirer une balle dans la tête ». Il a dit que sa loyauté envers Tupac ne pourra jamais être compromise et qu'il ne sera pas responsable d'envoyer un autre homme en prison pour le reste de sa vie. Knight, d'ailleurs, purge actuellement une peine de 28 ans de prison en Californie pour une affaire de délit de fuite ayant causé la mort, sans rapport avec cette affaire. 48 personnes seraient allées en prison. Ouais. Tous leurs enfants auraient été affectés. Leurs femmes aussi. Des gens auraient perdu leur maison. Tout ça. J'ai vraiment sauvé leur vie, mon pote. Ouais. Ils m'ont proposé un accord que je ne pouvais pas refuser. Donc, selon les procureurs, cette affaire est restée en sommeil pendant près de 3 décennies. Mais ensuite, Davis aurait commencé à parler. Des interviews, le livre, et ce sont ces paroles, selon les forces de l'ordre, selon les autorités, qui leur ont donné les preuves dont ils avaient besoin. Greg Kading, détective à la retraite du LAPD, qui aurait apparemment interrogé Davis en 2008 et 2009, a déclaré que Davis, je cite, s'est placé lui-même au cœur de la conspiration.
Il a dit que Davis avait acquis l'arme, a donné l'arme au tireur, et était présent dans le véhicule lorsqu'ils ont traqué et localisé à la fois Tupac et Suge Knight. En attendant son procès, Davis a été libéré sous caution de 750 000 $. L'argent viendrait apparemment d'un manager musical nommé Cash Jones, également connu sous le nom de Wack 100. Depuis combien de temps avez-vous cette entreprise? À peu près 8 ans plus tard. Et encore une fois, vous avez utilisé les revenus de cette entreprise et vous nous avez fourni les documents montrant que ces montants ont été prélevés de votre compte professionnel. C'est bien ça? Oui, monsieur. Comment le savez-vous, Davis, monsieur? Je le connais depuis environ 2000. Je connais son fils, vous savez, lui. On s'est assis et on a discuté quelques fois. En général, vous savez, de choses personnelles. Vous savez, il traversait cette épreuve avec le cancer. Et vous savez, des choses personnelles, des sujets liés à l'industrie, vous savez, une conversation normale. Il a toujours été une personne lumineuse, posée, gentille et authentique dans la conversation. Donc, vous savez, quand j'ai parlé à plusieurs personnes dans la communauté, que ce soit lors de funérailles ou pour une caution, dans n'importe quelle situation, je sais que sa réponse a toujours été « Je ne sais pas si cela vient de la tradition ou de ses discussions avec son fils. Je sais qu'il a un problème avec lui, je vais le lui dire à l'avance. » L'autre chose que vous avez dite dans la lettre que vous avez mentionnée, que M. Arnold nous a fournie, c'est que l'argent est un cadeau et que M. Davis n'est pas légalement obligé de le rembourser. C'est bien cela? C'est exact. Très bien. Avez-vous sur vous des contrats avec M. Davis? Pas en tant que cadeau. D'accord. Avez-vous un accord financier avec M. Davis? Pas dans l'ordre. Les procureurs ont interrogé Wack 100 à propos de ce soi-disant cadeau. Et lors de cette audience, Kifidi lui-même a témoigné à la barre. M. Davis, vous avez eu cette conversation avec votre femme pendant que vous étiez en détention? Oui. Monsieur... Et quand cette conversation a-t-elle eu lieu? Ça s'est passé le jour de mon anniversaire, le 14 juin. À ce moment-là, la caution avait-elle été payée? Non, monsieur. Quelle était la raison pour laquelle votre femme est venue discuter avec vous au sujet de M. Jones et de cet argent liquide? Elle a dit que ce n'est pas le cas. Je ne signerai plus comme ça. Et quand elle a dit ça, elle ne l'aimait pas d'après ce qu'elle a dit. Ouais, Jones, tu sais, sa famille a des problèmes avec... Moi, j'en ai pas. J'ai plus ou moins dit... C'est ce qu'elle a dit, je lui disais juste de dégager, de foutre le camp, de la virer de mon téléphone. Elle me lâche. Tu sais, je ne sais pas ce qu'elle ou sa famille veulent, tu vois. Je ne sais pas. Laisse-moi poser la question. Pensais-tu à ce moment-là, dans la procédure de libération sous caution, que la signature de ta femme était nécessaire pour que tu sois libéré? Oui, monsieur. Et donc, pour la convaincre d'aller de l'avant et de signer, qu'est-ce que vous lui avez dit à propos de M. Jones? J'ai dit, il n'aura jamais autant d'argent que ça. Pour avancer, il est juif, c'est juste pour qu'elle puisse signer une putain de caution et partir, tu vois, laisser ce type. Elle doit rester à côté et tout payer. D'accord. Avez-vous découvert que vous n'aviez pas besoin de sa signature pour entamer la procédure de caution? Je vais simplement l'appeler et quand elle arrivera, on pourra voir. Donc, toute conversation que vous avez eue avec votre femme à ce moment-là visait simplement à la convaincre de se conformer à la procédure de caution. C'est exact. Mais écoute, j'ai un cancer. Je vais, parce que j'ai un cancer. Tu sais, j'appelle juste ça comme ça. Et là, il mange des aliments transformés, vous savez. Je lui avais dit que c'est ce qu'on allait faire. Et c'est pas seulement de venir de ce côté, de trouver cette nourriture industrielle. C'est ça. Pas de fruits,
Vous savez, c'est tout simplement ma vie. Ça va probablement être un problème pour la défense. Et regardez, d'après tout ce que vous avez entendu, à quel point c'est controversé avec ça. Vous savez, l'argent apparemment frauduleux et les propres déclarations de Kiveh KVD. Finalement, la libération sous caution a été refusée et Kiveh KVD s'est retrouvé de nouveau en prison. Et puis, il y a les appels depuis la prison. Et si je devais deviner si cela est admis comme preuve, l'accusation présenterait Kiveh KVD comme un homme prétendument violent et calculateur. Mec, il m'adore. Ils doivent me mettre à l'éclose près dans les yeux au cas où ils m'enregistreraient pas là-bas. J'ai compris. Il a dit qu'il était autrefois. Grand frère, c'est mon grand frère. Je veux dire, tu sais, j'ai essayé. Tout ce bruit autour, tu ne peux pas, tu vois ce que je veux dire? Je déteste Elvis, tu n'es pas aussi important dans le bas de Belleville. Je peux avoir le... En tête à tête. Roi. J'aimerais te dire, tu sais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je reçois 30. Je veux que tu montes là-haut et tu commences à botter des fesses pendant un moment. Mec, c'est nul. Je les avais eus, il était tellement malin. J'avais déverrouillé les portes et tout ça. Ils n'ont même pas ouvert ma porte. Dès que je suis arrivé au centre commercial, j'ai botté ce... Je voulais y en faire. Non, je dis juste ça. J'ai une vieille. Où est ma meuf? Regarde là. Je suis dans l'eau. Le principal pour moi, c'est d'être dans le coup, tu vois. Laisse-moi te dire ce que quelqu'un m'a dit sur ton avocat. Non. Il ne l'est pas. Il est négligent. Il ne sait pas comment déposer des documents ni rien. Ça vient de... Il a vu ça. Eh bien, je ne sais même pas comment tu as eu ça. Ouais, la pratique, c'est ouf. C'est un vrai... Il est énervé à cause du Cette carte ne vaut plus rien maintenant. Camion? En bas. Ok, c'est furieux à propos du pull. Il a dit qu'il ne peut pas. Il a dit que, ouais, il a pris 55 ans, mec. Il a dit qu'il a fait du mal à Superman. C'est la pire chose qu'il ait jamais vue de sa vie. Mec, il a pris 55 ans, frère. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Poppy, c'est furieux à cause de ça. Tout l'endroit est en guerre. Ce n'est pas le chef. Envoyer des gens ailleurs, ouais, c'est ce qu'il a dit. Voilà, tu recommences avec tes tournages débiles et tout. Alors voici une question. Quelle est exactement la défense ici, n'est-ce pas? Eh bien, la défense de Kefideh semble reposer sur deux choses. Premièrement, il n'a pas appuyé sur la gâchette. Deuxièmement, il coopère avec la police depuis des années et il pensait que ses déclarations étaient protégées. En plus du fait que plus tard, il semble suggérer, comme nous l'avons mentionné, qu'il s'agissait d'exagération pour de l'argent. Les procureurs répliquent. Les procureurs soutiennent qu'il a ouvert la porte en commençant à parler publiquement. Donc, ces déclarations ne sont pas protégées. Eh bien, l'exemple dit en fait, Monsieur Jones Joseph, nous devons enregistrer quelques épisodes avant votre procès. Nous devons terminer 10 épisodes avant votre procès. Et soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle monsieur cela a de l'importance, c'est à cause de son rôle autoproclamé dans le meurtre de Tupac Shakur. C'est cela, sa notoriété. Ce processus judiciaire a été assez long. Et Kefideh, d'après tout le monde, s'est beaucoup battu, a contesté de nombreuses étapes de cette affaire. Et si on y réfléchit, il a essayé, entre autres, de faire rejeter complètement des preuves de ce procès. Parce que lors d'une audience clé, ses avocats ont tenté de faire exclure les preuves provenant de son domicile, en soutenant que la police avait exagéré l'urgence de la situation. Le juge n'y a pas cru. Quand je considère le fait qu'il s'agissait d'une enquête non annoncée, il semblait y avoir la présence du suspect avec des antécédents de crimes violents et d'armes à feu, ainsi qu'une porte en acier sur les lieux. Ce n'est pas quelque chose que les agents apprécient forcément. Il y a donc des préoccupations concernant la sécurité des agents et du public. L'argument du prévenu, fondé sur une omission, n'a pas établi l'existence d'une faute intentionnelle ou imprudente, comme l'exige l'arrêt Frank contre Delaware. Il ne montre pas non plus que la conclusion basée sur les faits limités aurait contredit la constatation de motifs valables. Le mandat a été exécuté conformément à une autorisation judiciaire. Rien ne prouve que ce soit le cas et une telle discrétion n'est pas justifiée ici. La requête est rejetée. Et en avril 2025, en attendant son procès pour meurtre, Kefideh a été reconnu coupable de agression commise par un détenu. Les jurés ont-ils rendu un verdict? Juste une seconde, faites-vous. Nous avons le verdict. Merci. Le tribunal va maintenant lire le verdict à voix haute.
Tribunal de district, comté de Clark, Nevada, l'État du Nevada, plaignant contre Dwayne Keith Davis, défendeur. Numéro d'affaires, c'est 25 389 079-2, département 4. Verdict. Nous, le jury, dans l'affaire susmentionnée, déclarons le prévenu Dwayne Davis comme suit. Chef d'accusation numéro 1. Agression commise par un détenu. Coupable d'agression commise par un détenu. Nous, le jury, dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusé, Dwayne Davis, comme suit. Chef d'accusation numéro 2. Provocation à la bagarre. Coupable de provocation à la bagarre. Daté de ce 9e jour d'avril 2025, signé par Ronnie Medina, par le président du jury. Mesdames et messieurs du jury, est-ce bien votre verdict tel qu'il a été lu? Ainsi le dites-vous individuellement, ainsi le dites-vous collectivement. Oui, très bien, merci. Au fait, je pense que c'est important. Parce que si Kifidé devait témoigner à son propre procès pour meurtre, parfois une condamnation antérieure pourrait être utilisée contre vous. D'accord, c'était juste une réflexion à part. Maintenant, je vais vous dire. Dans une manœuvre stratégique avant le procès, Kifidi a dit à la juge qu'il voulait que ce soit elle, et non le jury, qui décide de sa peine s'il est reconnu coupable. C'est un pari risqué. Et ses avocats, d'ailleurs, auraient aussi tenté de citer Sean Diddy Combs à comparaître, non pas pour confirmer l'accusation, mais pour la nier. Tout cela dans le but de prouver que Kifidi est un conteur dont les prétendues confessions n'étaient en fait que des histoires, de simples mises en scène. Monsieur Davis, si j'ai bien compris, Monsieur Sam vous a informé que vous avez le droit de demander au jury de prononcer votre peine s'il vous déclare coupable de meurtre au premier degré. Et vous avez décidé de renoncer à ce droit. Est-ce exact? Oui. Monsieur. D'accord. Donc cela signifie que lorsque je m'adresserai au jury, je ne leur indiquerai pas quelles sont les peines potentielles pour un meurtre au premier degré. De plus, je ne vais pas leur demander s'ils peuvent respecter ces peines et parvenir à un accord ou à une décision concernant la sentence. Et ensuite, à la fin, si tel est le verdict, c'est moi qui vous condamnerai pour cela, ainsi que pour la circonstance aggravante. Est-ce bien ce que vous comprenez de tout ce qui se passerait avec cette renonciation? Donc, en général, la défense aurait, ou pardon, le jury pourrait fixer votre peine pour le volet meurtre au premier degré. Cela implique soit une peine allant de 20 ans à la perpétuité, soit une peine de 20 à 50 ans, soit de 20 ans à la perpétuité, ou la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans tous les cas, s'il y a une circonstance aggravante, et dans ce cas, il y en a deux, il y a à la fois l'aggravation liée à l'arme à feu, ainsi que l'aggravation liée à l'arme mortelle. Cela est laissé à l'appréciation du juge. Dans ce cas, s'il s'agit d'un meurtre au premier degré, cela doit être une peine égale et consécutive de 20 ans à perpétuité, ou la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ou bien une peine de 20 à 50 ans. 20 ans à perpétuité, ou la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, cela dépendrait du juge au moment de la condamnation, peu importe ce que le jury a décidé. Et nous y voilà. Près de 30 ans après que Tupac Shakur ait été abattu sur le strip de Las Vegas. Le premier procès pénal dans l'une des affaires de meurtre non résolues les plus célèbres de l'histoire américaine. C'est en train de se produire. Les procureurs n'affirment pas que Dwayne Kifidi Davis a appuyé sur la gâchette, mais ils soutiennent qu'en vertu de la loi du Nevada, ils n'en ont pas besoin. Ils vont essayer de prouver qu'il était le donneur d'ordre, qu'il était celui qui a orchestré cette attaque, qu'il a fourni l'arme. Maintenant, Kifidi a plaidé non coupable. Il est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et nous allons couvrir cette affaire seconde par seconde. Nous allons suivre chaque moment de ce procès, en diffusant l'intégralité du procès sur notre chaîne Law and Crime Trials. Alors restez avec nous là-bas. Et nous prévoyons également de faire des résumés quotidiens sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X et Instagram et dans mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.